la base, on voulait faire un rassemblement d'hommage à une de nos collègues qui s'est suicidée l'année dernière. Cet hommage a été, dans un premier temps, bien sûr, accepté, puisque légalement déposé. Au dernier moment, le préfet de police a décidé d'interdire notre rassemblement. On a une liste qu'on garde de tous les rassemblements qui ont été autorisés depuis une semaine avant le nôtre, de tous les rassemblements qui sont autorisés une semaine après le nôtre, de tous les rassemblements qui sont autorisés aujourd'hui même. Donc nous, on avait déclaré une trentaine de personnes, c'était un petit rassemblement hommage. Il a été annulé, interdit en raison du contexte sanitaire Covid. En outre, on trouve un peu surprenant que, exactement dans le même temps que devait se tenir le nôtre, est autorisée une manifestation, par exemple de Tibétains, place du Trocadéro, avec 600 personnes annoncées. On a eu aussi certains de nos militants qui étaient sur place de passage, qui ont pu constater qu'à l'endroit exact où on devait nous tenir notre manifestation, avait été mis en place du coup une autre manifestation qui avait été autorisée. Ils ont laissé la place à une manifestation de Sri Lankais, je crois. Donc là où on devait se trouver en ce moment, c'est une autre manifestation qui a été autorisée et la nôtre a été refusée. Donc le Covid est la raison pour laquelle on n'a pas pu se réunir. Hors service, on n'est pas particulièrement proche des médias dans notre ADN, mais dans certaines affaires comme celle-ci, où on a été directement saisis, nous, hors service, par la victime avant qu'elle se suicide, on a tenu certains engagements et on s'était engagé à révéler certaines choses à la presse en son nom, parce que c'est elle personnellement qui nous l'a demandé. Si son suicide était étouffé, on va dire, si son suicide ne servait pas d'exemple, elle nous avait demandé de révéler certaines choses à la presse. Donc en fait, Aurélia, qui s'est suicidée en septembre, a fait un communiqué vidéo juste avant de se tirer une balle dans la tête, où elle nous explique que évidemment son suicide va être considéré comme causé par des problèmes personnels, selon l'administration, et elle réfute ça clairement face caméra en disant non, ce ne sont pas mes problèmes personnels, je les ai toujours bien gérés. Ce qui m'a poussé, ce qui m'a fait sombrer, c'est la hiérarchie et le manque total de soutien, voire même le plaisir à m'enfoncer. Donc pour le cas de cette petite, en fait, si hors service a été particulièrement attentif à son sujet, c'est parce que déjà elle était sympathisante d'hors service, et c'est parce que c'était une grave blessée en intervention, donc qui souffrait de syndrome post-traumatique, et c'est vraiment nous le cœur de nos préoccupations chez hors service. Donc elle souffrait de syndrome post-traumatique suite à une course-poursuite avec un camion où elle avait été percutée et gravement blessée. Elle a eu des fractures. Suite à ça, ça n'allait pas du tout. Je tiens tout de suite à saluer quand même le travail du SSPO dans cette affaire. On a un SSPO, on tape en général avec hors service, on dénonce pas mal de choses, mais on sait aussi reconnaître ce qui va bien. On a un SSPO, c'est les psychologues opérationnels de la police, qui s'améliorent énormément depuis quelques années. Et là, on va dire que c'est à peu près le seul service qui a pu un petit peu l'aider. Le problème quand on souffre de syndrome post-traumatique, c'est qu'on a des flashbacks, etc. C'est absolument invivable, on vit l'enfer. C'est ce qu'elle a vécu. Actuellement, dans la police nationale, il n'y a aucune solution qui est proposée pour les personnes qui souffrent de syndrome post-traumatique. Tous les membres d'hors service sont des survivants de fusillade. Tous les membres d'hors service savent ce que c'est que des syndromes post-traumatiques très graves. On a des gens qui ont neutralisé des terroristes chez nous, on a des gens qui se sont fait tirer dessus, des gens qui ont perdu des coéquipiers en intervention, tués par balle. Donc on n'est que avec des cas extrêmes. Concernant Aurélia, du coup,
syndrome post-traumatique qui, au final, face à l'administration, elle n'a aucune solution. Comme d'habitude, c'est ce qu'on dénonce depuis 3 ans, puisqu'avec Hors Service, nous, on porte une solution avec des opérationnels qui savent de quoi ils parlent, pour la récupération post-intervention. On refuse depuis 3 ans de nous écouter, de nous recevoir, pour des raisons politiques et syndicales. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. C'est un symbole, c'est qu'il y a des collègues totalement traumatisés qui finissent par mettre fin à leur jour et on leur propose absolument aucune solution. Il y a pourtant un plan de lutte contre les suicides qui est en place avec des préconisations qui sont très claires. Point par point, on a établi une solution par rapport à ces préconisations. Mais visiblement, en fait, quand vous êtes une association, quand vous ne dépendez pas de certains syndicats majoritaires, et ben, en fait, vous n'avez pas le droit d'être reçu et pas le droit d'être entendu sur vos solutions. Donc voilà, nous on est en situation de blocage. Le cas d'Aurélie, on s'est engagé auprès d'elle pour porter sa voix. C'est ce qu'on fera. La vidéo de son communiqué, donc nous on l'a en notre possession, on l'a devant nous. On va l'écouter. Je ne vais pas laisser les médias la filmer pour son respect, sachant que elle, ce qu'elle voulait, c'est que ça soit transmis à la presse. Donc on va voir plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai tenu à m'entourer de spécialistes. Moi, je les appelle des spécialistes vraiment de cette problématique du suicide. Donc Alexandre Langlois du syndicat Vigie qui a fait énormément de travail sur le suicide et qui a vraiment sa place parmi nous. Cyril Aymar-Linker, pareil. Et j'ai tenu à faire venir Aurélie Larossi, des femmes de force de l'ordre en colère, qui pourra un petit peu vous exposer une problématique un peu connexe à cette affaire. C'est la problématique de sa petite sœur qui est maintenant extrêmement traumatisée justement par les lacunes de la façon dont cette affaire a été traitée. Elle vous en dira un mot. Voilà, je peux peut-être te laisser la parole, Alex, si tu as quelque chose à dire. Ouais, c'est marrant, c'est ironique. Il y a le 12 mars 2019, nous étions déjà les mêmes à marcher contre le suicide. Depuis, 78 de nos collègues supplémentaires se sont suicidés. Nous, on a déposé plainte du syndicat Vigie sur le modèle de France Télécom Orange. Pour le moment, la procédure est toujours en cours. Il n'y a rien qui se passe. Monsieur Castaner avait mis un numéro vert en place. Comme ça n'a pas marché, monsieur Darmanin a doublé les mesures avec un deuxième numéro vert qui ne marche pas plus. Donc on met des sparadraps sur des jambes de bois pour ne pas régler les problèmes de fond. C'est assez dramatique parce qu'on parle de vie humaine, de gens qui sont là pour protéger la population et qui sont abandonnés par leur propre hiérarchie. Et leur propre hiérarchie, donc Aurélien met en cause sa hiérarchie dans ses souffrances. Et aujourd'hui, ce qui est assez dramatique, c'est que c'est le préfet de police lui-même qui interdit notre rassemblement, alors qu'il est au sommet de la hiérarchie. Il y a peut-être un conflit d'intérêts aussi. C'est cacher cette souffrance des policiers que je ne saurais voir. Voilà où on en est. Donc du coup, on essaye d'appeler à l'aide la population plus largement et de diffuser ce message parce que, à différence de M. Darmanin, on ne se contente pas de 66% d'opinion favorable dans la population. La police doit être un service public d'utilité. On vient sauver des gens et donc du coup, on a besoin du soutien de tout le monde vu que nous ne l'avons pas en interne. Ça va pas être très galant parce que je vais finir par la dame, mais je vais laisser la parole à Cyril. Vous comprendrez que c'est l'affaire connexe de la famille. On le soulèvera à la fin. Donc je te laisse la parole, Cyril. Très bien. Les syndromes de stress post-traumatique dans la police nationale et même chez les forces de l'ordre en général sont un sujet qui n'a que rarement et trop peu été évoqué récemment, que ce soit dans les médias mais aussi dans toutes les sphères du dialogue social. On entend qu'il y a un grand malaise dans la police, on a un gouvernement qui dit on va prendre le sujet à bras le corps, on va faire un Beauvau de la sécurité avec 8 gros chantiers. Sauf qu'aujourd'hui, à ce jour, dans ce Beauvau de la sécurité où nous, syndicats non représentatifs, n'avons pas été conviés, où les associations de défense de policiers n'ont pas été conviées non plus, il se trouve que sur ces 8 grands chantiers, aucun, je dis bien aucun, n'est consacré aux policiers blessés en service, aucun n'est consacré à la prise en charge des policiers qui se retrouvent en situation de handicap suite à des accidents qu'ils auraient pu connaître. Et
le stress post-traumatique qui touche une grande quantité de policiers, pour ne pas dire presque tous les effectifs, parce que même si cela fait partie du travail, même si des psychiatres, des services médicaux de la police vous disent que c'est normal, que ça fait partie de l'exercice du travail de policier, de voir des situations où on peut être exposé à des cadavres sanglants, à des personnes qui sont des traumatisés de la route, des traumatisés d'actes terroristes, et qui sont entre la vie et la mort. Il faut croire que pour ces personnes-là, voir ça au quotidien, ça fait partie du job. Donc oui, ça fait partie du job, certes, mais c'est inhumain, et un policier, c'est un être humain avant tout. Et donc si on veut une police qui soit réellement opérationnelle, et surtout dans la durée, il faut que cette police elle soit accompagnée, que ses effectifs soient accompagnés, et qu'il y ait des prises en charge adaptées à ce type de situation rencontrée, à ce quotidien, qu'est le quotidien des policiers. Et donc, nous on se bat, et là aujourd'hui tous ensemble, pour arriver à cette prise de conscience de la part du gouvernement. Le mot de la sécurité, c'est bien joli, mais pour que ça soit efficace, il faut traiter les vrais sujets. Et là, aujourd'hui, on va le voir sur la vidéo qui va vous être présentée, on a une de nos collègues qui s'est sacrifiée, et je dis bien sacrifiée, pour l'ensemble des autres collègues, pour dire stop, aujourd'hui, si j'en suis là, aujourd'hui, mon geste, il est parce que ma souffrance n'est plus supportable. Il n'est pas parce que j'ai des problèmes extérieurs. Il est le fait des manquements de ma hiérarchie, le fait des manquements de la police nationale. C'est un témoignage poignant qu'elle nous livre. C'est un sacrifice qui vraiment nous engage tous, autant que nous sommes. Et pour honorer sa mémoire, mes collègues et moi-même ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il y ait cette prise de conscience de la part de notre gouvernement, de la part de notre administration, et pour qu'il y ait des changements dans la prise en charge du quotidien des forces de l'ordre. Concernant, je vais rajouter quelque chose par rapport au syndrome post-traumatique. Il faut avoir pleinement conscience en fait que on parle d'épidémie de Covid, mais dans la police nationale, vu l'augmentation de la violence du métier, on va droit et on y est déjà. On va faire face à une épidémie de syndrome post-traumatique, hein, très clairement. On a énormément de policiers qui réalisent, qui sont traumatisés. On en a énormément qui sont traumatisés et qui ne le réalisent pas. Et les syndromes post-traumatiques ils vont devoir vraiment faire l'objet de concentration parce qu'on ne va pas pouvoir lutter contre le suicide dans la police tant qu'on ne prendra pas pleinement conscience des problématiques liées au syndrome post-traumatique. Autour de cette affaire, il y a vraiment quelque chose qui vient rajouter du drame au drame, c'est la façon dont sont traités les proches. Il va vraiment falloir aussi faire quelque chose dans ce domaine, notamment donc sa petite sœur de 22 ans. Et là, je vais laisser la parole à Aurélie, qui représente les familles de forces de l'ordre avec son association FFEC. Donc voilà. C'est vrai, donc je rejoins évidemment collègues de la journée sur cet hommage. Cet hommage dont je suis solidaire en tant qu'épouse de policier, en tant qu'amie. Je ne voyais pas ne pas y être. Voilà, pour Aurélia, pour tous les autres. Il faut quand même savoir que rien que depuis le début de l'année, on a 7 suicides dans la police. Nous, en tant qu'épouse, en tant que mère de famille, on comptabilise également les orphelins, dont personne ne parle en fait. Il y a une association qui fait, mais dans les médias, on ne parle jamais de la famille, jamais des épouses. Et celles qui restent après un suicide, eh bien, malheureusement, c'est l'épouse, c'est les parents et surtout les enfants. Moi, dans mon association, on s'occupe également de la gendarmerie, de l'armée, des pompiers. Il faut savoir aussi qu'on est à 20 orphelins depuis le début de l'année. On a passé l'horreur du drame. Il n'y a aucun soutien derrière, je dirais. Et là, je me suis entretenue donc, tout à l'heure avec Margot, la petite sœur d'Aurélia, 22 ans. J'insiste bien sur son jeune âge, 22 ans.
qui s'est rendu donc à l'appartement de sa sœur, donc d'Aurélia, lorsqu'ils ont ôté les scellés. On lui a ouvert la porte à cette gamine, excusez-moi, mais à 22 ans, je le redis. On l'a laissée rentrer, cette petite, et nettoyer, alors ça va être très cru ce que je dis, mais nettoyer les restes de sa sœur. Voilà. On la laisse à 22 ans, cette môme, toute seule, avec heureusement une très bonne amie d'Aurélia, qui est quand même venue l'aider. Mais on la laisse livrer à elle-même, rentrer dans un appartement et découvrir l'horreur. Voilà où on en est. Donc en effet, voilà, Cédric le sait, tout le monde le sait, mon association et la politique syndicale, on sait déjà plus ou moins ce qu'il risque de dire après, mais moi aujourd'hui, je trouve juste cela, mais ignoble. Ignoble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une administration, on a une police nationale qui n'est pas capable, ne serait-ce que, parce que excusez-moi, c'est rien, de faire intervenir une société de nettoyage. Donc ça vous montre un petit peu le peu d'intérêt. Déjà, on connaît le peu d'intérêt qui porte aux problèmes que les fonctionnaires de police, au mal-être du fonctionnaire de police, lors de syndrome post-traumatique, de burn-out, de dépression. Mais ça prouve encore plus le peu d'intérêt qui porte aux familles derrière. Vous avez aucun soutien, aucun suivi. Voilà. Donc, comme je dis souvent, l'administration de la police nationale perdent un simple matricule. Ils perdent rien. Nous, on perd des maris, on perd des sœurs, des frères, des enfants. Voilà, nous, on perd gros. L'administration ne perd qu'un matricule. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dirais. C'est la seule chose que j'aurais à dire. C'est le manque d'humanité dans la police, le manque d'humanité, de soutien de la hiérarchie. Aujourd'hui, ce rassemblement aurait été l'occasion un petit peu pour justement des épouses, des veuves présentes. Il y en a une qui est avec nous, qui acceptera peut-être de vous parler après. Ça aurait été l'occasion pour nous, les familles, les veuves, de nous retrouver un petit peu en hommage, de se rassembler, de dire qu'on n'oublie pas. On nous l'a interdit, donc je suis moi juste scandalisée de la décision de la préfecture. Quoi dire? C'est nous porter encore une fois, bien nous montrer encore une fois le peu d'intérêt qu'il nous porte. Voilà. Donc aujourd'hui, un policier, je pense qu'il sert juste à être rentable. Voilà. Un flic doit être rentable aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Le reste, il n'y en a pas besoin. Donc on est d'autant plus choqués du fait qu'on avait des familles de suicidés qui venaient d'un petit peu partout en France. Nous, on avait prévenu depuis la semaine dernière, on avait déclaré le mouvement. Les familles se sont organisées, elles tenaient à venir et on annule, le préfet interdit le mouvement la veille, quelques heures avant. Donc c'est un deuxième coup de poignard qui est donné à ces familles. Voilà, après, vous avez quelque chose à ajouter? Non, on va écouter peut-être un extrait. On va laisser du coup la parole à Aurélia. Voilà, c'est ce qu'elle voulait. Donc, nous, on prend la responsabilité par rapport à ça. Mais quand on a une de nos sympathisantes qui se tire une balle dans la tête et qui nous envoie un message avant en nous demandant de ne surtout pas laisser ça tomber dans l'oubli, on le fait. Donc on va écouter son témoignage. Nous, on a l'image. Vous allez avoir le son. Je vais pas faire de vidéo d'explication sur mon geste. De toute façon, ça changera rien du tout. On sait comment je vis. En tous les cas, et c'est ses problèmes perso, blablabla. Ouais, bien sûr. Alors certes, j'ai des problèmes perso à la base, d'énormes même, mais je les ai bien gérés jusqu'à présent. Ce qui m'a fait sombrer, c'est vous, les collègues, la hiérarchie, l'absence totale de soutien, voire même le plaisir à m'enfoncer encore plus. Franchement, vous n'avez pas idée du malheur que je vous souhaite. Quant aux rares personnes qui m'ont soutenu, Chacha, Smile, Yassine, et surtout ma grand-mère. Je suis vraiment, vraiment désolée du mal que ça va vous faire.
suis arrivée à bout de ce que je peux supporter. Pour tous les autres. Voilà. Juste quelques minutes après ça, elle s'est tirée une balle dans la tête. Je pense que là-dessus, il n'y a pas grand commentaire à faire. Je pense qu'elle a tout dit pour le coup. J'ai quand même un commentaire à ajouter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est sacrifiée pour dénoncer cette situation-là. Il faut que ce sacrifice ne reste pas vain. Il faut que sa mort serve à quelque chose. En tout cas, c'est le sens qu'elle voulait y donner. Sinon, elle n'aurait pas fait cette vidéo. Donc, on se doit d'y donner du sens et d'aller justement là où il le faut pour qu'il y ait cette reconnaissance, pour qu'il y ait ce soutien à nos camarades, tous autant qu'ils sont, pour éviter d'en arriver à ce geste. Elle s'est sacrifiée, et en fait ici on se sacrifie tous aussi. Hein, nous on se sacrifie professionnellement. On est tous sous coup de procédure. Bon, Aurélie est un peu plus libre parce qu'elle n'est pas policière, donc ça peut nous servir de temps en temps de kamikaze. On va l'utiliser très certainement. Non, moi je veux vraiment rajouter que le problème, j'en ai un petit peu marre en tant que femme de flic, d'entendre que tous les problèmes des policiers, à chaque fois, c'est des problèmes personnels. Alors je veux bien qu'on ait les épaules larges, hein, les femmes de flics, mais il arrive un moment, il faut quand même bien comprendre que c'est les problèmes professionnels, d'accord, que ce soit la pression du chiffre, la pression de la hiérarchie, la carotte, vous savez, la carotte sur la mutation, sur les grades. Voilà, il faut que le flic soit gentil et docile et sympa. Mais en fait, c'est tous ces problèmes-là qui engendrent des problèmes personnels. Voilà, donc l'excuse de l'administration et de beaucoup de hiérarchie des problèmes personnels, je ne le supporte plus. Voilà, clairement, je le dis, je ne le supporte plus. Donc il arrive un moment, il va falloir peut-être que tout le monde prenne ses responsabilités. Nous, on prend les nôtres. Cédric prend les siennes. On assume, on est là, mais il va falloir vraiment, voilà, vraiment maintenant que l'administration prenne le problème au sérieux. Moi, dans mon association, on est plus de 12 000 sympathisantes, hein, parce qu'il y a aussi des maris de policiers, voilà, on est nombreux. Vraiment, il va falloir qu'ils commencent à écouter les collectifs, peut-être comme nous, les solutions, on en a, des revendications, on en a, des idées, on en a. Voilà, donc moi je fais encore une fois un appel devant vos caméras, devant vos micros, à être entendu et pour de bon cette fois-ci. Voilà. Souvent, si je peux rajouter quelque chose, souvent il y a les problèmes professionnels en fait, qui éclaboussent en fait, la vie familiale. Oui, et du coup ça détruit des couples ou des vies de famille. Et souvent, en fait, la famille est souvent le dernier refuge pour le policier, pour qu'il se sente bien. Et une fois que cette cellule éclate, l'acte irréparable est commis. Après, ce qui est malheureux, c'est que l'administration est parfaitement consciente du problème. On a eu l'ancien directeur de la police nationale, M. Morvan, qui a connu 114 suicides pendant son management. Il avait dit devant caméra à France 2, le problème des suicides dans la police n'est pas conjoncturel, il est structurel. Ce qu'il avait proposé, c'était des barbecues conviviaux sur notre temps personnel. Alors que justement, nous, ce qu'on voulait, c'est de pouvoir retrouver du temps avec nos familles, etc. Il y a plus de 20 millions de supplémentaires dans la police, quasiment 25. Et donc, il avait pris le problème à l'envers. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, quand il a mis son numéro vert en place, il avait déclaré « J'en ai marre qu'on me dise que c'est des problèmes personnels ». Mais aujourd'hui, dès qu'il y a une enquête, c'est toujours classé problème personnel. Donc ça pose des sérieuses questions. Les familles sont endeuillées sans avoir de réponse. On a eu un collègue qui s'est suicidé au service de la protection des personnalités. Sa famille, le père a dû faire les pieds et des mains pour avoir la lettre de suicide qui était classée secret de l'enquête. Et dedans, il expliquait son geste. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais même pas s'il a encore eu la lettre que son enfant lui avait adressée. Voilà, on est rendu là dans l'ignoble au niveau de la gestion de la police nationale. Donc à partir de là, effectivement, il y a des choses à faire. Le ministère pourra recevoir toutes les associations, tous les syndicats. Les propositions peuvent être intéressantes de tout le monde. Et il préfère s'entourer de gens qu'il a choisis lui-même pour rester dans un petit entre-soi confortable et que ça ne change rien. Parce que malheureusement, ce n'est pas un problème nouveau. Il y a malheureusement plus de policiers qui meurent de leurs propres mains qu'en intervention. Depuis les années 80, c'était
Depuis 25 ans, il y a plus de 1000, combien tu m'as dit, Cédric, 1200 policiers qui se sont donné la mort eux-mêmes. En 25 ans, 25 1200, ouais. Donc depuis qu'on a essayé d'entrer en contact avec la Direction Générale de la Police Nationale pour proposer une solution, on en a 200 de plus, voilà, qui se sont suicidés. Nous, on a les portes qui se ferment, et on en a 200 de plus. Après, si les portes se ferment, c'est pas non plus pour rien. Si on veut pas entendre les voix contestataires, c'est pas non plus pour rien. En fait, il y a un contexte qu'il faut comprendre autour du suicide dans la police nationale, c'est que on met les mauvaises personnes autour de la table, on donne les moyens, des moyens colossaux aux mauvaises personnes qui n'en font rien. Je dis souvent que on donne tout à ceux qui ne font rien, et nous qui faisons tout, on n'a rien. Moi, je vais vous expliquer comment ça se passe, un plan de lutte contre les suicides. Vous avez un ministre qui réunit toujours les mêmes, et là, ils sont en train de faire la même chose avec le Beauvau de la sécurité. Donc c'est toujours les mêmes qui sont autour de la table. Il y a un travail en amont qui est fait et qui est acté et qui est remarquable, avec des lignes à suivre pour lutter contre la problématique. On donne en fait, on mâche le travail aux personnes qu'on invite autour de la table, on donne les lignes sur lesquelles il faut trouver des solutions, et on donne les moyens pour ça. Sauf que le dernier c'était 2015, rien n'est fait. Où vont les moyens qui ont été donnés? Ça c'est la grosse interrogation. Que font les personnes qui ont été missionnées pour trouver des solutions, alors qu'on leur a mâché le travail? On leur a dit il faut travailler sur tel axe, tel axe, tel axe. Voilà. Nous, quand on est arrivé sur le milieu associatif, quand on a voulu proposer une solution, ça n'a pas été compliqué. On a, avec les militants, avec les spécialistes, pris le plan de lutte contre les suicides et on a travaillé sur les axes qui étaient donnés par le ministre. On a proposé une solution extrêmement concrète par rapport à ce que demandait le ministre, et ensuite quand on l'a présenté, on ne s'attendait pas à cet accueil-là, parce qu'en fait on a dérangé, parce qu'en fait on avait fait le travail d'initiative que certains auraient dû faire depuis des années. Et si aujourd'hui toutes les portes se ferment devant nous, c'est justement parce qu'on dérange, parce que des collectifs qui n'ont aucun moyen et qui n'ont uniquement que leurs valeurs sont aujourd'hui en mesure de proposer des solutions plus efficaces que ce qui est proposé par ceux qui ont obtenu tous les moyens. Voilà. Et nous, on a des détracteurs en face de nous qui faisaient partie de ces tables rondes, qui ont obtenu des moyens pour lutter contre le suicide. Et ce sont ces personnes qui ont été reçues à notre place à la direction générale de la police nationale. Et ces personnes-là sont actuellement mises en examen pour corruption. Donc il y a une sphère autour de ces moyens qui sont donnés, avec, donc là c'est pas de la diffamation, il suffit de voir les articles de vos confrères, hein. C'est officiel, on a des personnes, certains de nos détracteurs, qui eux ont obtenu beaucoup de moyens pour trouver des solutions, n'ont rien sorti, et par contre sont très connus de l'IGPN et du SDSE, et ils sont actuellement mis en examen, ils vont être jugés pour corruption, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, un petit peu le contexte. Et donc en fait c'est ça qui explique un petit peu pourquoi hors service dérange. Maintenant, quand on dérange, ce qui se passe, c'est on va en commission de discipline, on va être obligé de démissionner, on va se faire révoquer. Mais bon, après, des filles comme Aurélia se sacrifient complètement, elles sacrifient leur vie. Voilà, c'est pas grand-chose, nous, de sacrifier nos carrières pour honorer la mémoire de ces personnes-là. Voilà. Je voulais rajouter une autre chose juste sur les suicides, c'est que c'est un mal français, malheureusement c'est la première cause de mort violente en France, avec la police qui a le pourcentage le plus élevé par rapport à sa profession. Mais il y a quelque chose de paradoxal et d'important dans la police, c'est que les suicides en général c'est moins de 25 ans, plus de 65 ans dans la société française. Les policiers se suicident entre eux, ces deux tranches d'âge. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en pleine ascension professionnelle, qui sont avec des familles, qui sont normalement stabilisées dans la vie. Et on voit bien que c'est la police qui rend comme ça. Ce n'est pas des problèmes personnels, c'est vraiment le moment où personne se suicide dans la société française, la police va à l'inverse. Donc c'est vraiment lié à notre métier, lié à ce qu'on vit et lié à l'abandon de notre hiérarchie. Après, l'interdiction de notre mouvement, il est symbolique, hein. On voit bien que de toute façon, dès qu'on va mettre en avant la responsabilité hiérarchique,
Là, c'est le barrage. Il y a une différence, et là, du coup, c'est toi qui est assez spécialiste là-dessus. Il y a vraiment une différence entre la police nationale et des entreprises en privé. Tu avais fait un sujet très intéressant là-dessus avec les suicides chez France Télécom, où on a très rapidement l'ensemble des responsables qui se retrouvent aux assises pour moins de 20 suicides. Nous, on a 1200 suicides et actuellement, on n'a aucun responsable qui a été inquiété de près ou de loin par rapport à cette problématique. Non, c'est ça, exactement. C'est le modèle de la plainte qu'on a déposé. Et pour aller plus loin, c'est que par exemple dans le privé, toutes les organisations qui participent à la vie de l'entreprise, qu'elles soient élues ou pas élues, viennent apporter leurs solutions. Et chez nous, il y a une mainmise de on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Et du coup, on la soute, on paye les coûts pour tout le monde, malheureusement. Pour donner quelques exemples concrets de ce que peut être le syndrome de stress post-traumatique pour un policier, et je vais prendre un exemple encore plus concret qui est issu de ma propre expérience. Quand je suis amené à avoir une photo avec du sang, j'ai de suite le goût du fer qui me remonte dans la gorge, le goût ferreux de l'odeur du sang. Quand je suis amené à voir un mort dont le cadavre est un petit peu putréfié, j'ai de suite cette odeur de vomi qui me remonte dans le nez, dans la gorge. Ça, je n'arrive pas à m'en défaire. Et je suis, comme beaucoup d'entre nous, je pense, victime de réminiscences, de cauchemars, de faits comme ça qui peuvent me revenir avec tout simplement l'actualité que je regardais à la télé ou des faits divers. Et ça, le citoyen moyen ne le connaît pas. Ça, c'est la conséquence directe de ceux qui y ont été confrontés. Ça touche les militaires, ça touche les policiers, ça touche les pompiers, ça touche les surveillants pénitentiaires, ça touche les gendarmes, ça touche toutes ces professions qui sont amenées à y être confrontées. Et par rapport à ça, il y a des solutions, il y a des prises en charge qui existent. Certaines ont fait leurs preuves, parfois à l'étranger. Je pense par exemple au protocole 6C, qui est le protocole israélien de la prise en charge du stress post-traumatique, et qui est tout l'inverse de ce qui se pratique en France, et qui fonctionne très très bien. Et pour autant, on ne va pas s'inspirer de ces connaissances acquises qui pourtant maintenant ont été adoptées par les Américains, qui ont été adoptées par d'autres grandes puissances. Et nous, la France, on est quand même un grand pays, on est quand même les gendarmes du monde en termes de stratégie géopolitique. Et pour nos propres enfants, on n'est pas capable de l'appliquer, de chercher des solutions pour les sauver. Donc voilà, je voudrais que les gens, mais surtout nos dirigeants, prennent conscience de ça. Parce que je ne suis pas persuadé qu'à la tête de notre administration, les quelques exemples que je vous ai cités, ils y aient été confrontés ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait vraiment mettre les acteurs de terrain, les vrais, ceux qui connaissent, face à ceux qui dirigent pour faire une vraie table ronde et trouver des vraies solutions. Voilà. Ce sera tout. Est-ce que vous avez des questions? Elle est assez exhaustif. Je pense que En général, c'est assez complet, il y a beaucoup à dire. Juste une question, est-ce que vous pouvez nous parler de l'absence de suivi psychologique de la médecine du travail? Oui. La police remettrait sur le terrain des policiers qui sont fragiles psychologiquement? Oui, tout à fait. En fait, j'ai salué un petit peu le travail du SSPO, ça c'est cellule de psychologues opérationnels, qui dans le cas d'Aurélia, elle en a témoigné, qui l'ont aidé, avec notamment le MDR. Après, dans la médecine de contrôle, on a un gros problème avec les médecins psychiatres. Les avocats d'hors service ont déposé une alerte au ministre de l'Intérieur concernant un des médecins qui a pour habitude en fait d'insulter, de provoquer, de se moquer littéralement de grands blessés en intervention. Et quand je vous parle de grands blessés, là on parle de survivants d'attentats terroristes, de survivants de fusillades. Je pense à mes collègues des Champs-Élysées qui ont eu à affronter le terroriste qui a abattu Xavier Jugelet.
On a des policiers qui ont fait un excellent travail sur place. Je pense beaucoup au chef de bord ce jour-là, qui a neutralisé le terroriste. Le terroriste, il faut savoir qu'il était extrêmement armé, qu'il comptait s'attaquer au fourgon. Et ensuite, il comptait tirer sur tout ce qui bougeait sur les Champs-Élysées. C'était une tuerie de masse qui se préparait. On a des collègues là qui ont été extrêmement réactifs, professionnels, qui ont neutralisé le terroriste. Ces collègues-là, qui ont vécu la pire journée de leur vie, qui ont vu leurs camarades mourir après avoir reçu une rafale de Kalachnikov en pleine tête. Il y a un deuxième collègue qui était derrière dans le fourgon qui lui a reçu une rafale dans le dos, qui a été très très gravement blessé. Il a été sauvé in extremis par les autres collègues qui lui ont porté les premiers secours. Donc on se retrouve avec une unité, avec des collègues qui sont maculés de sang, qui viennent de vivre une scène de guerre. Et qu'est-ce qui se passe? On va les envoyer devant des psychiatres référents de l'administration. Et là, c'est le traumatisme par-dessus le traumatisme, parce qu'on tombe sur des médecins où là, donc nous, dans notre procédure qu'on a lancée auprès du ministre de l'Intérieur, nos équipes ont enregistré les consultations avec ce psychiatre. On a fait retranscrire les conversations par huissier, et on a pu déposer des recours légaux avec les avocats d'hors service. Concernant ce médecin, c'est lui qui s'est occupé des collègues des Champs-Élysées, par exemple, et de beaucoup d'autres, parce que c'est le référent. Il se moque littéralement de ça. Il faudrait l'entendre pour le réaliser. Il rit au nez des gens qui se sont fait tirer dessus. Donc en fait, on se retrouve avec notamment moi je trouve que c'est un héros qui a empêché la mort de dizaines de personnes innocentes, le collègue des Champs-Élysées qui a neutralisé le terroriste. Et lui, au bout de quelques consultations avec ce médecin psychiatre, il allait beaucoup plus mal qu'avant d'avoir consulté le médecin. Il a fini par claquer la porte, et il a entamé une procédure contre lui qui a été évidemment classée sans suite. C'est pour ça qu'Hors Service a rajouté une couche avec les avocats, et qu'on a saisi directement le ministre de l'Intérieur. Aurélia était victime de syndrome post-traumatique. Elle est passée par le circuit habituel. Les psychologues du SSPO font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il faut saluer l'évolution de ce domaine-là. En outre, quand des gens comme Aurélia vont être confrontés à un médecin psychiatre qui va complètement réfuter vos syndromes post-traumatiques, et bien vous sortez de là, vous êtes dévasté. Moi personnellement c'est mon cas, j'ai vécu 2 fusillades mortelles, mon coéquipier s'est suicidé, mon coéquipier s'est suicidé. J'ai pas eu une carrière facile. J'ai moi-même été envoyé devant ce médecin psychiatre qui a complètement réfuté, sur demande de ma hiérarchie, les syndromes post-traumatiques dont je pouvais être victime. Voilà. Donc moi, je me suis fait tirer dessus, j'ai fait usage de mon arme, j'ai un ami, moi, qui est mort dans mes bras, c'est moi qui ai annoncé la mort à sa mère. Suite à ça, j'ai mon coéquipier qui s'est suicidé en 2018, mais pour ce genre de médecin psychiatre, il n'y a pas de problème en fait, on n'est pas traumatisé, il n'y a absolument pas de problème. Voilà. Donc il y a des collègues extrêmement traumatisés qui vont se retrouver face à des énergumènes comme celui-ci, et qui vont ressortir de là encore plus dévastés. Et ça fait 3 semaines qu'on a signalé ça au ministre. Les avocats m'appelaient encore tout à l'heure, choqués du fait qu'on n'avait pas de retour. Et de toute façon, ça fait des années et des années que cet individu est signalé, et qu'il jouit encore de toutes ses compétences, et qu'il peut se permettre de s'amuser à détruire un petit peu plus des collègues qui ont déjà vécu l'enfer. Voilà. Et après, on s'étonne que chez nous, il y a 50, en moyenne 50 policiers qui se mettent des balles dans la tête. Mais vous savez, les suicides, bon, c'est vrai qu'on a une arme à la ceinture, donc c'est plus facile, mais bon, il y a énormément de moyens de se suicider.
les policiers, c'est assez symptomatique, ils se tirent une balle dans la tête tout simplement parce que quand vous êtes atteint de syndrome post-traumatique, et tous les policiers sont atteints de syndrome post-traumatique, parce que Cyril a parlé des militaires qui sont quand même mieux pris en charge, mais il y a des lacunes aussi du côté militaire parce qu'on a beaucoup de militaires et d'anciens notamment du 13 qui sont chez hors service. Les militaires sont confrontés à des scènes de guerre sur une période courte et déterminée. Ils reviennent de la traumatisée, sont pris en charge. Les policiers, en fait, eux, sont confrontés à des traumatismes qui vont peut-être être d'ampleur un peu moindre. Bon, là, c'est pas le cas des Champs-Élysées, hein, parce que là, c'est une scène de guerre, et on est de plus en plus confrontés à des scènes de guerre. Mais les policiers sont confrontés à des situations traumatiques de façon quasiment quotidienne. Et en fait, ça devient aussi grave, voire plus grave, au niveau cérébral, parce que vous êtes constamment traumatisé, régulièrement traumatisé. Et vous n'avez pas le temps de guérir d'un traumatisme que vous en rajoutez un autre par-dessus. On a dans le cerveau, on est des êtres humains, nous aussi on a une amygdale dans le cerveau qui est là pour capter les chocs et puis les digérer. Sauf que moi je serais très curieux de faire passer un IRM fonctionnel à tous les fonctionnaires de police et de voir un petit peu comment fonctionne leur amygdale. Moi je suis persuadé que la plupart des policiers de terrain ont des amygdales très défaillantes. Et de là, ensuite, vous avez tout un processus qui se met en place. Et on est bien obligé d'essayer de comprendre comment quelqu'un finit par attraper son arme et se tirer dans la tête. Et quand on est atteint de syndrome post-traumatique, c'est dans la tête. Et donc, en général, les collègues, ils savent où ils visent. Ils visent la tête. Ils visent là où il y a le problème. Et pourquoi les policiers traumatisés ne sont pas mis en arrêt? Ben, tout simplement parce qu'après, vous avez des problèmes... Comme dans n'importe quel autre boulot. Vous avez des problèmes d'effectifs, en fait, tout simplement. Ça, c'est ce que disait Aurélie. Ce sont des chiffres, ce sont des matricules. Vous avez... quand vous avez un médecin psychiatre comme ça, qui va... quand vous arrivez devant lui, sa mission, c'est de faire sauter votre arrêt. C'est pas de savoir si vous allez bien ou si vous n'allez pas bien. C'est de faire sauter votre arrêt parce que on a besoin de vous sur le terrain. Peu importe l'état dans lequel vous êtes. Donc, vous arrivez devant lui, lui, il va vous démolir pour faire sauter votre arrêt. Vous allez même vous remettre en question, vous dire je suis peut-être pas si traumatisé, je vais peut-être pouvoir reprendre le travail. C'est pour ça en fait qu'on est sur une situation de blocage. C'est que vous avez du coup des collègues pour des questions de chiffres, d'effectifs, qui sont obligés à reprendre sur le terrain. Et comme de toute façon, la police nationale ne fait rien pour reconnaître les syndromes post-traumatiques, les policiers eux-mêmes ne sont même pas conscients qu'ils sont atteints de syndrome post-traumatique, il faut s'y connaître. Nous, avec hors service, on travaille avec des spécialistes du syndrome post-traumatique, donc on est spécialisé là-dessus. Parce que déjà là-bas, c'est même pas reconnu. En fait. Voilà, il y a rien. Mais aujourd'hui, si on devait le reconnaître, il y aura un gros problème. C'est que tous nos collègues seront en arrêt de travail, quasiment, avec ceux à quoi ils sont confrontés. Vous pensez qu'il y a beaucoup de collègues qui ont fait les manifestations de Gilets jaunes, qui ne sont pas traumatisés aujourd'hui? Combien il y en a qui se sont vus mourir? On parle d'Aurélia, mais il y a la petite Sandra, là. On aura des vidéos aussi d'elle. La petite Sandra, elle s'est vue mourir pendant les Gilets jaunes. C'était une petite boxeuse, elle était aussi jolie qu'Aurélia et tout allait bien dans sa vie. Et quand elle a été confrontée à la mort dans les manifestations des Gilets jaunes, elle a développé des syndromes post-traumatiques. Personne ne l'a dit, mais c'est obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en rentrant chez elle un soir dans sa voiture, elle s'est mis aussi une balle dans la tête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez inexplicable de voir des personnes comme ça attraper leur arme et se tirer une balle dans la tête. Quand vous êtes atteint de syndrome post-traumatique, vous êtes en train de devenir fou. À un moment donné, vous arrêtez la folie, vous attrapez votre arme et vous mettez une balle dans la tête. J'aimerais rajouter un petit truc, c'est la spécificité que nous avons dans la police, cette dichotomie que nous avons entre la médecine de prévention et la médecine statutaire. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire de police, il a deux services de médecine qui l'accompagnent au quotidien. D'un côté, vous avez la médecine de prévention qui, elle, en général, prend vraiment bien en compte les problématiques des collègues et fait tout pour améliorer leur quotidien. Ça peut être l'aménagement du poste de travail, ça peut être les prises en charge à côté au plan psychologique qui vont bien, ou une intervention avec l'assistante sociale coordonnée pour améliorer leur quotidien. Et de l'autre côté, vous avez la médecine statutaire, qui elle est chargée uniquement de contrôler les arrêts de travail. Et le but, en fait, dans les faits de cette médecine statutaire, c'est de remettre les fonctionnaires en service. Donc en fait, quand vous êtes face à des médecins qui, eux, n'ont qu'un seul but, c'est de remettre les fonctionnaires en service, ils vont moins s'intéresser au mal-être de ce fonctionnaire. Et d'ailleurs, c'est bien là le souci, ce sont des médecins qui en réalité ne sont pas là pour soigner les gens ou venir en aide aux gens,
Ils sont là pour démasquer normalement les imposteurs, mais dans les faits, ils renvoient en service pour des questions RH des gens qui sont inaptes au service. Et parfois même, alors je vais prendre un cas très précis puisque c'est le mien personnel, en 2016, j'ai été confronté à une situation psychologiquement très traumatisante. J'ai été désarmé par mon service pour ces faits. Et j'ai été pendant presque 6 mois en arrêt maladie pour dépression. Au bout des 6 mois, j'allais tous les mois chez la médecine statutaire pour être contrôlé. Au bout des 6 mois, je vais voir un des médecins qui ne me connaît pas, c'est la première fois que je le voyais. Il me reçoit dans son bureau et me dit « Bon, on va pas se mentir, là, vous pouvez travailler, donc je vous remets en service et je vous remets apte à tout. » Je l'ai regardé, j'ai dit « Vous ne m'auscultez même pas, vous ne me posez pas une seule question, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. » Et là, il m'a dit non, mais là, pour moi, c'est bon, vous êtes apte à travailler. » Alors, je lui ai dit « Vous allez me rendre mon arme aussi ?» Elle me dit « Oui, là, moi, je vous mets apte à tout. » J'ai dit « Écoutez, c'est très bien, parce que moi, j'ai des problèmes à régler, alors je vais pouvoir en découdre avec les gens qui m'ont fait du mal. Vous allez m'armer, vous allez m'aider, ça me rend service. » Et là, par chance, j'ai la médecin-chef qui passait, qui l'a croisé et qui lui a dit « Oulala, non, ce cas-là, il ne faut surtout pas le remettre en service, et surtout pas là où il était. Il vaut mieux attendre qu'il se remette, on le mettra ailleurs après. » Pour la petite histoire, heureusement que j'ai cette médecin qui est venue là, puisque là, elle m'a entre guillemets sauvé la vie. Elle a sauvé la vie à des gens à qui j'aurais pu faire éventuellement du mal, puisque je n'étais pas maître forcément de mes actes, comme j'aurais voulu l'être. Et elle m'a sauvé ma vie aussi au plan judiciaire, puisque les circonstances auraient été dramatiques si j'avais, alors que je n'étais pas dans un état mental convenable, pu faire tout et n'importe quoi, et en plus réarmé par ce médecin. On a pour moi frôlé le drame, parce que j'ai bien conscience qu'à ce moment-là, à cet instant-là, je ne pouvais plus être policier. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis parti à l'éducation nationale pendant 1 année ensuite, pour me remettre bien psychologiquement avant de revenir dans la police. Tout ça, il faut le comprendre. Donc, la médecine statutaire, ce sont des médecins où on pourrait se demander s'ils se souviennent bien de ce qu'est le serment d'Hippocrate, s'ils se souviennent bien de ce qu'était leur profession à la base. Moi, quand je vois un médecin statutaire, je vois surtout un DRH qui a besoin de remettre ses effectifs sur le tableau des services actifs et qui a besoin de combler les trous. Et ça donne quoi, ça? C'est que quand vous avez un collègue qui est, là, comme on a pu le voir, en arrêt maladie, si d'autres collègues de son service veulent poser des jours de congé, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un effectif en moins, on leur dit ben non, on n'a pas le quota, vous ne pouvez pas poser. Et là, qu'est-ce qu'on dit aux collègues? Que dit notre hiérarchie bienveillante? On dit vous n'avez qu'à l'appeler le collègue et lui dire de reprendre. Comme ça, vous pourrez poser des jours. Conséquence, vous avez le collègue qui est déjà mal, qui est chez lui, qui reçoit des dizaines d'appels par jour. D'autres collègues qui, eux, sont exténués, sont fatigués, ils ont envie de poser. Ils disent quand est-ce que tu reviens là? Parce que nous aussi, on n'en peut plus. On vient mettre à mal la solidarité. Et ça devient du harcèlement alors qu'il devrait y avoir de la cohésion. Et ça marche très bien. J'ai envie de dire au bout de l'échelle, celui qui est victime de tout ça, c'est le citoyen. Hein. C'est la qualité du service public. Parce que en remettant comme ça des policiers traumatisés sur le terrain, des policiers exténués qui sont même pas au courant qu'ils souffrent de syndrome post-traumatique. Vous avez des policiers, les syndromes post-traumatiques, hein, vous êtes extrêmement nerveux hein, quand vous êtes atteint de ça. Quand vous avez vu un gamin de 8 ans se faire renverser par une voiture et que vous avez été obligé d'aider les mecs des pompes funèbres à le sortir de l'amortisseur, à sortir le cadavre de l'amortisseur, derrière vous êtes un petit peu tendu hein, quand vous allez aller intervenir sur des violences urbaines. La patience, elle en prend un coup. Hein. Quand vous avez votre collègue qui a reçu une rafale de Kalachnikov en pleine tête, quand vous retournez sur le terrain, faire face à une manifestation des Gilets jaunes, à mon avis, humainement, vous êtes un petit peu moins serein et patient. Il se passe quoi en fait? Tant qu'on ne prendra pas en charge la sérénité des policiers, on va se retrouver avec des policiers de plus en plus nerveux sur le terrain, et ensuite on va nous agiter le spectre des violences policières. Moi je suis persuadé que si on veut lutter contre les violences policières, il faut déjà faire en sorte que les policiers puissent travailler sainement et sereinement, et ça passe par leur santé physique et mentale.
notre combat, il est pour nos camarades, parce qu'on a un esprit fraternel et un esprit de corps, mais il est beaucoup plus large que ça, il est pour le pays, pour la population, parce que à force de traumatiser des collègues, de les remettre sur le terrain, vous allez vous retrouver avec des collègues qui sont plus patients du tout. Et donc c'est là après qu'on a des débordements. Et là, à chaque fois, quand on a des faits de violence, soi-disant violence policière, ok, il est tapé immédiatement sur le policier qui a commis un mauvais geste. Et jamais jamais on fait part du contexte dans lequel il évolue, quoi. C'est le cas sur les Gilets jaunes, on nous a parlé énormément de violences policières. On avait des policiers qui avaient été sur le terrain pendant 16 heures non-stop, sans boire, sans manger, à la fin de la journée, mais ça reste des êtres humains, et donc il va y avoir peut-être des plus mauvais gestes, oui, en effet. Je pense qu'à chaque fois, il faut certes condamner les gestes, les manquements, mais il faut aussi répercuter les responsabilités sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique jusqu'à, et là c'est le cas pour eux, jusqu'à tout le système qui va autour, et notamment le système médical. Parce que pour ce qui est d'Aurélia, c'est beaucoup plus large, elle vise beaucoup plus l'administration et le système. On a bien sûr, on s'est rapproché de sa hiérarchie, de ses officiers, on sait ce qu'on dit. Le commissariat où elle évoluait, ils ont la chance d'avoir de bons commissaires. On ne peut pas jeter la pierre sur ces commissaires-là. Comme quoi, même quand vous avez quand même une grosse partie de la hiérarchie qui est compétente, de toute façon, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et si derrière, on n'a pas un système beaucoup plus large au niveau de l'administration qui va pouvoir aider les collègues, vous pourrez avoir de toute façon la meilleure hiérarchie possible, le résultat il sera toujours le même, parce que si vous êtes malade, à un moment donné, vous pouvez commettre l'irréparable. Si je vais revenir sur ce que tu as dit, sur deux choses. La première, c'est que la médecine statutaire, il faut savoir que c'est assez paradoxal, était aux ordres de la police nationale, c'est-à-dire qu'elle dépend du directeur général de la police nationale, c'est-à-dire que c'est jugé parti. Une médecine du travail qui fait ça, ça semble assez improbable. Et la médecine de prévention dépend du ministre de l'Intérieur, et est plus indépendante, mais fait que des préconisations que la médecine statutaire, en général, la médecine statutaire ne suit pas, pour des raisons justement évoquées, parce qu'il faut du monde sur le terrain. Également aussi, la médecine statutaire sert aussi à oppresser les collègues. En plus de ne pas les soigner, c'est qu'on a eu par exemple un collègue en CRS qui avait eu un différend avec son commandant de compagnie à Marseille. Le médecin a dit, son chef de service lui a dit, je te désarme, je t'envoie à la médecine pour voir si tu es fou ou pas. Donc il va voir le médecin statutaire de Marseille qui lui dit, voilà, vous êtes désarmé pour 3 semaines. Même chose que ce que Cédric a raconté. Vous ne m'auscultez pas? Ah non, j'ai eu le coup de téléphone de votre commandant qui m'a dit que ça allait vous calmer un petit peu. Il a dit, mais moi, je suis policier, si j'ai pas d'arme de service, je ne peux pas exercer mon travail. Et j'ai rien fait du tout. Il dit, vous le prenez comme ça, je mets 15 jours, je coupe la poire en deux, je ne veux pas prendre parti. Voilà à quelle médecine on est rendu. Et à tel point qu'elle est utile, c'est que des fois aussi, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est arrivé dans l'Est de la France. Il y a eu un médecin régional, inspecteur régional, qui agressait sexuellement les policiers. En échange de passages de concours. Voilà. Il a été condamné par la justice au pénal en tant qu'agresseur sexuel, radié de l'ordre des médecins. Et malgré ça, en interne dans la police, il a été défendu jusqu'au bout par le ministre. Il nous a envoyé, nous, notre syndicat, en conseil de discipline pour avoir manqué de respect à ce médecin. Il nous a envoyé au tribunal pour avoir manqué de respect à ce médecin. Donc c'est cette côté hiérarchique où on peut tout cautionner, on peut tout faire du moment que c'est dans l'intérêt de l'administration. Et sur les violences policières qui a été évoquée, effectivement, la hiérarchie n'est jamais mise en cause. Mais pire que ça, c'est en général le ministère de l'Intérieur qui attaque lui-même le collègue de terrain pour pas qu'on remonte jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vicié dès l'intérêt. Et après, les victimes, en général, ne remettent pas une deuxième procédure en cause, que ça remet des délais supplémentaires. Alors que dans n'importe quelle entreprise, quand il y a un souci avec un matériel, quelque chose, c'est l'entreprise, donc pour nous, le ministère de l'Intérieur qui devrait être responsable, qui indemnise la victime, déjà s'il y en a une, et qui prend ses responsabilités en tant qu'employeur public. Parce qu'effectivement, il y a la formation, les heures supplémentaires, la médecine, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et aujourd'hui, le jeu du ministère de l'Intérieur, c'est de trouver un coupable à sacrifier sur la place publique et de dire, nous, tout va bien, il n'y a rien à voir. Mais en fait, demain, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore des citoyens qui ne seront pas protégés, des policiers qui peuvent perdre leur travail, qui seront mis au banc de la société, pour des gens qui continuent de nous utiliser comme des marionnettes. Donc en fait, il y a ce système global qui est complètement aberrant. Il faut réformer la structure de la police nationale. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'arrivera à tout ce qu'on vit aujourd'hui et qui fait qu'on est réunis autour de cette table et qu'on préférait faire d'autres choses de notre vie. Exactement. Et notamment rendre un hommage à une de nos camarades décédée. Voilà.
Bon, bah merci à tous. Ah, ouais. Du coup, j'ai 3 questions. J'en ai une, c'est quand vous dites j'étais dans un tel état, comment vous saviez que vous n'étiez pas apte, pas apte du tout? Ma deuxième question, c'est que j'ai beaucoup entendu qu'il y a aussi un système qui fait que de toute façon, enfin vous disiez, on a tendance, il y a des médecins qui vont nier le syndrome post-traumatique. Enfin, moi je suis halluciné que vous, on vous a dit, oh ben non, il n'y a pas de problème. Mais moi on m'a expliqué aussi que de toute façon, on était poussé à nier les symptômes, enfin, à dire ça va bien. J'ai beaucoup de policiers qui ont, par peur d'être désarmés justement. Bah, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que déjà, les policiers ont eux-mêmes du mal à reconnaître qu'ils sont traumatisés. C'est un gros problème qu'on a avec les policiers, c'est que déjà, ils ont eux-mêmes énormément de mal à appeler à l'aide. Et en plus, c'est que s'ils le font, ils tombent sur des mecs qui leur expliquent que non, tout va bien. Donc oui, les gars, ils sortent de là, c'est sûr que pour eux, tout va bien. Et donc, ils reprennent comme si de rien n'était. Sauf que non, tout ne va pas bien. Non, là, il y en a qui m'ont expliqué qu'ils avaient tendance, ils allaient avoir tendance à dire que tout allait bien. C'est-à-dire même pas poser la question. Oui, parce qu'il n'y a pas de solution derrière pour les aider. Voilà, parce que derrière, ça va être... en fait, il y a une vraie peur d'être désarmé. Un policier qui va pas mal, qui va mal, la solution n'est pas forcément de le désarmer. Oui. Voilà, justement, et justement, vous avez des policiers qui ne sont pas bien, qui auraient besoin d'autre chose, mais qui ont quand même besoin de leur travail, de leur vie professionnelle, de leur vie sociale, des collègues, de garder quand même cette chose, leur métier. Donc c'est pas forcément les désarmer la solution. Et dans tous les cas, si ils disent qu'ils ne vont pas bien, à quoi ça va leur servir? Qu'est-ce qui va leur être proposé actuellement? C'est ça. Ouais. Donc je vois pas l'intérêt de dire qu'ils ne vont pas bien. Ils désarment, mais ils ne proposent rien d'autre. Si vous dites que vous n'allez pas bien aujourd'hui, de toute façon, on saura que vous n'allez pas bien, mais il n'y aura aucune solution qui va vous être proposée. Donc quelle est l'utilité de dire que vous n'allez pas bien? Pour vous répondre, qu'est-ce qui fait que moi je savais que je n'allais pas bien? Vous pensiez que vous auriez fait quoi? Vous dites, mais parce qu'en fait, carrément, elle m'a sauvé des poursuites pénales. Parce que si vous voulez, comme ça a été expliqué avec le stress post-traumatique, vous avez d'un côté votre inconscient qui prend le dessus par moment, mais vous gardez quand même, comme toute personne, avant la folie, une marge de manœuvre qui fait que quand vous devenez fou, vous vous rendez compte que vous devenez fou. Et cette marge, elle est très petite. C'est dans cette petite marge qu'il faut intervenir pour pouvoir se dire stop, je ne veux pas prendre de risques. Moi, dans ce cadre-là, le jour où je l'ai ressenti, j'ai demandé à mes collègues de m'accompagner au commissariat et j'ai posé mon arme, j'étais en plein service. J'ai dit stop, j'en peux plus, je veux poser mon arme. Et on a ce petit laps de temps qui permet de, si on l'a, tant mieux d'ailleurs, heureusement tout le monde ne l'a pas, hein. Quand on l'a, il faut le saisir. On a une fenêtre de tir, il faut la saisir, voilà. Sur ce qui est le fait de désarmer les policiers, il faut savoir qu'un policier qui se trouve stress post-traumatique, très souvent, il est tellement confronté à l'insécurité du quotidien qu'il a peur pour sa propre sécurité. Très souvent, il est même menacé à titre personnel. Et quand vous lui enlevez en plus son arme, il perd toute capacité à se défendre. Donc ça peut aussi augmenter ses peurs, augmenter son traumatisme et faciliter son passage à l'acte. Un policier, c'est pas parce qu'il a plus son arme à feu qu'il va pas se suicider. Il peut se pendre. Je vais prendre un autre exemple qu'on a eu. Un jeune collègue qui a vu 2 policiers jouer à qui tire le plus vite. Et le premier a une balle dans la tête à la deuxième, par mégarde. Ce jeune collègue, il était complètement traumatisé d'avoir vu sa proche amie mourir d'une balle dans la tête. Il a été mis chez lui, désarmé. Et le problème, c'est qu'il était tireur sportif, il avait encore beaucoup d'armes chez lui. Je dis à sa hiérarchie, mais vous ne voulez pas faire un signalement au niveau du préfet pour que quelque chose soit fait pour récupérer les armes qu'il détient légalement? Le commissaire qui était alors en place m'avait répondu, écoutez, nous on a fait ce qu'il fallait. Tant qu'il ne se tire pas une balle à la tête avec l'arme administrative, pour nous c'est tout ce qui importe. Ouais, et puis il y a surtout des fois qu'il y a un problème hiérarchique à un endroit, moi je l'ai vécu. Il faut savoir qu'un directeur a beaucoup de mal à désavouer sa propre hiérarchie. Et donc du coup souvent on laisse le problème en place et on va faire muter tous les autres collègues autour qui se trouvent bien dans un service. Donc du coup on se retrouve avec des policiers qui se sentent désavoués. Mais c'est ce qui se passe globalement dans la majorité des services en France.